Bonsoir, comme chaque soir vous avez la parole sur Europe 1 jusqu'à 1h, vous pouvez me confier vos moments de doute, me parler de vos vagues à l'âme, mais aussi de tout ce à quoi vous aspirez en cette rentrée, respirer peut-être effectivement pour prendre une bonne respiration pendant cette période de rentrée scolaire. Paul et Asiba vont vous prêter une oreille attentive au 39-21 sous l'œil de Philippe Chartier qui chaque soir plonge le studio Coluche dans une douce lumière bleutée propice aux confidences feutrées. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou envoyer vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu intimidée. Et ça va bien se passer, rassurez-vous. Oui. C'est vrai que les premières minutes sont un petit peu intimidantes. Oui. Mais après, mettre en place. Voilà, il faut oublier un petit peu qu'on est à la radio, puis après on va discuter ensemble. Oui. Hein? Disons que hier soir j'étais interpellée par un jeune homme de 25 ans, je crois qu'il s'appelait Romain. Oui. Par rapport à sa vie. Alors Romain, pour peut-être ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier, c'est vrai, était un jeune homme de 25 ans, mais qui finalement avait consacré, avait pas eu vraiment d'adolescence, il le disait lui-même, était très peu sorti, n'avait pas eu de vie amoureuse et donc voulait maintenant, disait j'aimerais être en couple, me marier, avoir des enfants. Et il disait lui-même c'était assez sérieux quoi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de place un peu pour l'adolescence, pour les sorties, pour les amis, pour les flirts, pour les amours. Il avait toute sa vie consacrée jusqu'à présent, sa jeune vie, courte vie, aux études et notamment il y avait une responsabilité beaucoup par rapport au couple de ses parents. On avait l'impression que c'était lui le ciment du couple parental. Voilà, je résume rapidement. Oui, là, disons que ça concerne ma fille, donc, qui est quand même adulte, qui a 39 ans, mais je me tracasse parce que, disons qu'elle n'a pas vu son père, elle avait 19 ans, oui. Et elle était en pleine adolescence, elle n'a pas connu, elle non plus, vraiment d'expérience amoureuse. Elle s'est mise à fond dans les études, elle a fait ses études, mais le temps a passé, et puis maintenant, elle a 39 ans, et elle me dit, maman, elle a personne, il faudrait bien avoir une famille, des enfants, et oui. Je sais pas quoi. Oui, elle s'inquiète par rapport à son avenir sentimental. Beaucoup. Oui. Et puis moi aussi. Ah oui, non mais attendez. Ça me tracasse. Mais pourquoi? Oui, qu'est-ce qui vous tracasse? Vous dites. J'aimerais l'avoir heureuse. Oui, ça veut pas dire qu'elle est pas heureuse. Vous savez, être heureux. Est-ce qu'on n'a pas tous des moments comme ça où on est un peu soucieux, où on se pose des questions. Bon, c'est justement le fait qu'elle se pose des questions va entraîner ça peut être l'occasion d'une remise en question et d'un changement. C'est bien déjà, plutôt qu'elle se pose et qu'elle se dise à 39 ans, elle peut donner une orientation différente à sa vie et notamment par rapport à sa vie personnelle. Jusque-là, semble-t-il, c'était le travail qu'elle avait investi. Mais disons que par rapport au décès de mon mari, c'est le travail et puis bon, elle s'est sentie un peu pas responsable de moi, mais en quelque part, quand on perd un de ses parents, un parent, on prend beaucoup de précautions pour l'autre. C'est vrai, l'autre aussi parent est très différent, on porte sa tristesse et oui. Donc vous avez été très proche à ce moment-là, vous avez beaucoup rapproché de vous. On est très proches, très liés et tout ça. Je pense qu'elle a eu quelques aventures, qui n'ont pas duré très longtemps, de 1 mois, 2 mois, et elle a été déçue. Donc quelque part. Je sais pas, je me demande si elle a confiance aux hommes, je sais pas, Bon, alors déjà, c'est pas parce que à l'âge de 19 ans, on a des relations qui durent 1 mois, 2 mois qu'on est déçu. Vous voyez qu'après, on se retrouve comme ça, seul. Il doit y avoir quelque chose de plus. Ça peut pas être la seule explication, à mon avis. Alors, par contre, disons que quand elle, quelques années avant la perte de mon époux, elle a quelqu'un qui a eu un comportement un peu anormal envers elle, un homme, c'est-à-dire et tout ça l'a marqué et elle a eu du mal à en parler.
Mais vous voulez parler anormal des attouchements, Oui, enfin, d'une agression sexuelle? Peut-être ça n'a pas été très loin, mais enfin, bon, c'était quelqu'un de proche. De la famille? Oui. Mais qui a eu, c'était en parole, il y a eu des actes, des gestes? On a tenté, mais enfin, elle s'est défendue, mais enfin, elle a marqué. Bah, c'est angoissant. Oui, Surtout si c'est quelqu'un de la famille. C'est bon. Et elle n'en a pas parlé tout de suite? Si, moi, elle m'en avait parlé. Elle m'en a parlé à moi, aussitôt, elle m'en a parlé. La personne, avec mon époux, on avait été la voir. J'avais un peu fait remarquer que je le savais parce qu'il fallait rien dire, surtout. Pourquoi il fallait rien dire? Et lui, cette personne-là voulait pas qu'on en parle. Ah ben oui, ça paraît logique. Ça, la personne qui a ce comportement-là n'a pas intérêt à ce qu'on en parle, mais pour autant. Oui, mais enfin, elle nous en avait parlé, puis après, elle avait peur à chaque fois de rencontrer cette personne-là. Et... Ça peut se comprendre. Oui, parce qu'elle a été amenée à le revoir dans des réunions de famille. Oui. Et bon, là maintenant, elle arrive quand même à en parler, mais elle est restée très longtemps sans en parler. Oui, mais enfin, c'est différent. Elle vous en a parlé tout de suite. Elle avait quel âge? 16 ans, 14, 15 ans par là. Non, elle vous en a parlé tout de suite. Donc, elle est venue chercher du secours auprès de vous. Vous avez été trouver cette personne qui, évidemment, n'avait pas, lui, intérêt à ce qu'on en parle. Ça, c'est certain. Pour autant, s'il a eu tel comportement avec votre fille, c'est quand même problématique, surtout que il a un lien... un lien proche avec elle. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir ce type de comportement avec d'autres adolescents. Oui, c'est ce que j'ai pensé, oui. Bon. Donc, vous voyez, là, maintenant, je comprends mieux quand vous dites elle peut avoir du mal à faire confiance aux hommes. C'est plus... cette expérience-là me paraît plus angoissante, perturbante que... Bon, il arrive qu'à 18 ans, 19 ans, on ait une histoire d'amour. Ça ne veut pas dire que ça blesse pas et que ça rend pas malheureux. Mais c'est des âges où on reste pas forcément ensemble des années. Bon, alors après, ça peut être un ensemble d'éléments. Il y a ce fait-là. Il y a le fait de la disparition de son père, quand même, à 19 ans aussi. C'est la perte de son père, plus vous qui, à ce moment-là, avez été différente aussi. Hein, forcément, la tristesse qui s'ensuit, le fait qu'elle fasse bloc, qu'elle vous protège, que vous vous protégiez un peu mutuellement. Elle est fille unique, si je comprends bien. Pardon? Elle est fille unique. Oui. Oui. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'elle manque déjà aussi, ce qu'elle a, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Et ça aussi, je sais pas. Pourtant, elle fait un métier, elle est infirmière en psychiatrie. Donc déjà, mais elle manque de confiance en elle dans sa vie. Oui, mais elle peut, si vous voulez, dans son métier, on peut être confiant, mais manquer terriblement de confiance en soi dans sa vie personnelle, parce que si vous voulez, on est protégé par le rôle social, son rôle professionnel, alors que dans la vie personnelle, on est davantage à nu. C'est-à-dire que là, c'est l'affectif qui prime. Est-ce qu'on pense pouvoir être aimé ou pas? Enfin, c'est compliqué. Alors, il y a Lily qui pose une excellente question qui dit, mais et vous, par rapport à votre vie, à votre vie sentimentale, quel modèle aussi d'amour en tant que femme, vous avez pu transmettre? C'est-à-dire qu'il y a eu cette épreuve que vous avez vécue l'une et l'autre, vous, la perte de votre mari, elle de son père. Comment, alors vous vous êtes déjà beaucoup rapprochés, vous avez fait bloc à ce moment-là dans la difficulté, dans la détresse. Mais après, comment vous, puisque vous étiez aussi une jeune femme, comment vous avez pu surmonter ou pas cette épreuve? C'est important, ça. J'ai rencontré peut-être, 11 ans après, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai vécu 4 ans avec une personne, mais qui était très violente en parole, que je ne sais pas rester avec. Et ma fille s'était rendue compte que je souffrais. Et elle me disait, maman, faut arrêter. J'avais du mal à lâcher. Et voilà. Oui, mais alors vous voyez, moi, ce que j'entends dans ce témoignage, c'est que vous, actuellement, vous m'appelez parce que vous avez
vous êtes très préoccupé par rapport à son avenir, à son avenir sentimental. Elle vient vous en parler. Vous étiez au point d'avoir, au bord des larmes, en parlant de ça. Ça vous angoisse terriblement. Ça vous angoisse terriblement. Et puis, elle, par rapport à votre vie sentimentale, elle vous disait, il faut lâcher, il faut lâcher. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation très, très fusionnelle. Oui, c'est vrai. Ce qui ne favorise pas non plus la possibilité de la construction. Hein? Oui. Elle, c'est-à-dire que tant que vous êtes dans une aussi grande relation fusionnelle l'une et l'autre, c'est difficile un peu de s'éloigner de le couple. Finalement, je vais aller un peu vite. Est-ce qu'elle le formerait pas avec vous? Il faut qu'elle arrive à se détacher, à construire. C'est peut-être vous en tant que mère, parce que vous ne pouvez pas. C'est une femme de 39 ans. Vous ne pouvez pas même si vous avez envie qu'elle soit heureuse, la prendre par la main comme si c'était une petite fille. Ce que vous pouvez faire finalement et l'aider de la mieux possible, c'est peut-être en acceptant, en lui disant qu'elle s'occupe d'elle et de sa vie, que c'est important, c'est vraiment la priorité, que vous pouvez faire face, et que peut-être il faut maintenant que vous soyez un peu moins dans cette proximité, qu'elle peut vous laisser un peu vous lâcher, que vous arriverez à vous en sortir sans elle. Parce que au fond d'elle-même, peut-être qu'elle imagine qu'elle est toujours responsable de vous, elle se sent toujours responsable de vous, et que en s'occupant de vous, d'une certaine façon, elle délaisse sa propre vie. De la même façon, les questions qu'elle se pose sont des questions très importantes, essentielles même maintenant. C'est-à-dire que si elle veut construire une famille haute, c'est vrai qu'elle n'a pas tellement de temps à perdre, je dirais. Bon, et en même temps, la vie réserve bien des surprises. Elle peut tout à fait rencontrer un homme avec qui, là, elle va vivre une très grande histoire d'amour et faire un bébé. À 39 ans, c'est encore possible. Il y a des aujourd'hui... Bon, mais c'est vrai que, maintenant, c'est quand même là, il faut qu'elle y aille, quoi. Il faut... Alors, peut-être qu'elle se prenne en main, qu'elle aille parler de tout ça, mais vraiment quelqu'un d'extérieur, qui sera moins impliqué affectivement, moins dans l'émotion. Vous, ça vous bouleverse trop. Le message que vous pourriez lui faire passer, c'est occupe-toi de toi. Moi, je suis largement adulte, je peux très bien faire face. Et moi, maintenant, ce qui me rendrait heureuse, c'est que toi, tu le sois. C'est vrai, parce que quelquefois, comme ça, que je rencontre des personnes, tout de suite, elle me dit, faites attention, maman, fais attention. Enfin, tout de suite. Mais oui, oui, mais qu'elle s'occupe de sa vie. On va accueillir qui est avec nous au 3921. Bonsoir, je prononce bien votre prénom ou pas? Tout à fait. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, Elke. J'ai pas bien entendu le nom de la personne qui est à l'antenne. Marie. Comment? C'est Marie. Marie. Alors, je voulais donner un peu d'espoir à Marie. Oui. Les circonstances ne sont pas totalement les mêmes, mais l'effet est magnifique. J'ai une fille qui maintenant a 45, presque 46 ans. Et à 38 ans, je me faisais encore beaucoup, beaucoup de soucis pour elle, en pensant, cette pauvre fille, elle a un poste magnifique, elle a fait des grandes études, elle est superbe, elle est gentille, elle sera une maman formidable. Et j'étais extrêmement désolée pour ma fille de ne pas pouvoir avoir une vie de femme satisfaisante. Entre 39 ans et 45, donc presque 46 maintenant, elle nous a fait 3 petits-enfants magnifiques. C'est pas vrai. Et donc, oui, là. L'espoir à Marie. Ah oui. Ça soulage, c'est vrai que c'est réconfortant. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose que Caroline a dit et qui correspond totalement à ce que je pense. Quand moi, j'ai arrêté à me faire des soucis pour ma fille, elle a pu être heureuse. D'accord. C'est exactement, je le relis vraiment au moment où j'ai lâché prise en me disant, finalement, c'est sa vie, elle en fait ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. Elle n'a jamais été complètement malheureuse, souvent déprimée, mais et c'est extraordinaire parce qu'en plus c'est une maman magnifique, elle a un poste à responsabilité en plus. Et moi, qui n'étais pas forcément une très très bonne mère, je suis devenue une grand-mère épatante. D'accord. Oh, vous deviez certainement être une pas si mauvaise mère que ça, elle, vu la façon dont vous parlez. C'est plutôt à ce niveau-là, c'était pas au niveau de la gentillesse. Oui. Vous êtes beaucoup investie. Je voulais vraiment donner espoir à Marie. Si elle lâche prise,
Oui. Quelque chose se passe. On ne sait pas sur quelle voie ça se passe, mais Oui, c'est si vrai. on lâche prise un petit peu de nos soucis pour les autres, l'autre peut se trouver lui-même et je sais pas, il y a une énergie qui change entre les personnes à ce moment-là. Oui, je comprends aussi. Je comprends que le travail doit venir de moi, principalement. Enfin, Tout il y à a fait. quelque Mais chose vraiment, qui est de se dire, imbriqué. j'accepte Oui, ma fille comme elle est, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit Voilà. malheureuse, qu'elle fasse dans sa vie ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas. Moi, j'accepte comme elle est. Et surtout, Voilà. comme disait Caroline, je m'occupe de moi et je me fais une belle vie. Oui, parce que ma fille, elle me dit quelquefois, oui, ma maman, elle me dit, si je n'arrive pas à réussir ma vie, je ne sais pas comment je vais réagir. Elle me dit des fois. Et ça me fait mal. Mais Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Vous avez besoin de vivre votre vie dans votre peau. Voilà. Et le mieux possible. Dans votre peau, il n'y a qu'une seule personne, c'est vous. Oui. Et bon, je trouve qu'on a une obligation morale et éthique de faire en sorte d'être aussi bien que possible dans notre peau. D'accord. Et ça se transmet aux autres. Hein. Oui, puis effectivement, que votre bien-être à vous ne dépende pas de celui de votre Voilà. fille. Exactement Oui, d'accord. ce que je voulais dire, oui. Oui, d'accord. Hein? Et comme ça, elle se sentira beaucoup plus indépendante. On n'en sait rien. Un peu voyez-vous, délesté, c'est ça, le truc. peut-être. Vous ne devez Oui, pas délesté, faire ça avec une idée de résultat, mais juste Oui. un immense lâcher-prise. Il y a quand même plein de techniques qui peuvent vous aider pour ça. Il y a la sophrologie, il y a d'autres techniques qui peuvent vous aider dans ce lâcher-prise où justement vous ne faites plus le projet de « si moi je fais ça, elle fera ça », mais où vous lâchez totalement prise au sujet de ce qui pourrait être ou ne pas être. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est vrai que c'est en même temps compliqué. Même d'ailleurs, ce fameux lâcher-prise dont on parle tant est compliqué parce que quand on est angoissé, préoccupé, justement, notre mental s'agite, on n'arrive pas à lâcher puisque ça devient obsessionnel, au contraire. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que vous disiez très justement, Elke, on ne sait pas toujours comment ça se passe, mais il y a quelque chose à partir du moment où on prend un peu de champ, où on se dit, après tout, j'accepte telle qu'elle est, Voilà. elle est bon. Et puis quand elle vous dit j'ai peur de pas réussir ma vie, qu'est-ce que c'est au fond réussir sa vie? Il n'y a pas un modèle de réussite de vie. Hein, c'est qu'à un moment, elle est dans un moment où elle se pose des questions. Bon, si c'est préoccupant pour elle, à ce moment-là, elle aussi, elle peut aller en parler, peut-être d'ailleurs à quelqu'un d'autre que vous, parce qu'en disant ma chérie, moi je suis pas forcément la mieux placée parce que j'ai envie. Il y a trop de fusion entre nous, il y a trop de liens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc je suis pas la mieux placée. Quelqu'un qui verrait les choses certainement autrement et peut-être pourrait t'aider à avancer un peu dans ta vie. J'ai un médecin qui est très à notre écoute, qui nous a beaucoup suivis, et peut-être qu'auprès de cette personne-là, elle pourrait peut-être mieux dialoguer. N'importe qui est bonne pour elle, hein, mais sans aucun désir de votre part, c'est ça. Que vous ne mettez pas d'espoir dans tout cela. Votre espoir, il aurait besoin d'aller juste vers vous-même, vers personne d'autre. D'accord. Il y a Marie-Dominique qui a appelé le 3921 parce que votre histoire fait beaucoup écho à la sienne, Marie. Elle dit la fusion entre les parents, entre l'enfant et les parents, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et qui peut être une source de blocage. Oui. Il est important, dit Marie-Dominique, d'avoir un lieu de confidentialité, un endroit pour se confier, pour sortir un peu de cette fusion, d'avoir un tiers finalement, arriver à avoir une autonomie psychique, parce qu'il y a certainement quelque chose de votre histoire, et vous l'avez dit, ça vous en êtes consciente. Et Marie-Dominique dit, j'ai mis moi-même beaucoup d'années, mais j'y suis parvenue. D'accord. Il y a Angie qui dit... Une distance bienveillante. Comment? Une distance bienveillante. Oui. Qui sort de la fusion, justement. Oui. Il y a Angie qui fait écho à ce que vous dites aussi, Elke, à propos de si vous en disant que Marie ne peut être qu'à sa place. Hein, c'est d'ailleurs en thérapie, c'est ce qu'on dit parce que souvent on ne peut jamais être à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans notre peau. Hein. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est parfois énervant de se confier quand on a envie de se confier à des personnes et qui vous disent oui, moi c'est pareil, moi c'est non, parce que on ne peut pas, on n'est jamais dans la peau de l'autre. Et il y a Angie qui dit, Françoise Dolto disait, si vous vous mettez à la place de l'autre, où se mettra-t-il, lui? Oui, et ça c'est intéressant. Hein. Effectivement. Oui. Oui, il faut que
faut que je sois moins que. Il faudrait, voilà, hein, c'est compliqué, mais peut-être vous en remplissant un peu votre vie, en essayant de, vous voyez que votre fille n'est pas le, je m'interroge, n'est pas le sentiment de, comment dire, de devoir remplir, votre vie et que en quelque sorte votre bien-être, votre bonheur dépendent d'elle aussi. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Que vous puissiez aussi trouver, vous, une source un peu de bien-être, d'épanouissement en dehors d'elle, et qu'après tout, bah oui, il y a des moments où elle s'interroge, c'est un moment de doute comme ça sur sa vie, mais il ne faudrait pas que ça vous déstabilise en profondeur, parce que sinon c'est... Ouais, bon. Et il y a Voltaire qui a dit et j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc ça donne une excellente raison à Marie de travailler à son propre bonheur. Exactement, on ne le dira jamais assez. Oui, vraiment. Bon, je vais essayer de faire un effort et voilà. Ah oui, enfin c'est pas magique non plus, hein, mais c'est peut-être, voyez, de réfléchir à ça, à la relation entre vous, d'essayer de, et un peu de confiance dans la vie, parce que quand on lâche prise, regardez, tout d'un coup, on a 3 petits enfants absolument merveilleux, une maman superbe et une fille aimante. Je veux dire, c'est absolument magique et je m'y attendais pas du tout. Ça vous réconforte. C'était pour ça. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Elke, d'avoir appelé. Hein, je vous remercie. Je remercie la personne qui a téléphoné aussi. Là, parce Marie-Dominique. Oui. Elle m'a un petit peu réconforté un petit peu. Et Elke. Oui. Merci, mais écoutez, donc merci de votre confiance, et puis vous pourrez peut-être nous rappeler dans quelques temps pour nous dire comment vous allez, comment tout ça évolue. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir, Elke. Merci. Europe 1. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Jusqu'à 1h, vous pouvez composer le 39 21 pour me parler de vous et de tout ce qui fait votre vie. Et également nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit, ou nous écrire sur le site europe1.fr. Bonsoir Iris. Iris, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Suis très, très émue. Je dois vous dire que je m'identifie à un grand nombre de vos interlocutrices, mais pas sûre de moi, je n'ai jamais pu me décider à vous appeler. Ah bon ? Et ce soir, alors, vous êtes lancée. Oui. Mais écoutez, tant mieux. Tout à fait. Écoutez, je voulais revenir sur sur le cas de Céline, l'interlocutrice qui était passée avant-hier soir. Oui. Alors Céline, rappelez-moi un peu son histoire, parce que moi j'ai pas forcément en tête les prénoms, c'est l'histoire. C'était donc cette jeune femme qui fréquentait, qui avait donc un compagnon de religion juive. D'accord. Oui, tout à fait. Je vais peut-être vous laisser à vous à revenir sur le cas, peut-être, en fait. C'est-à-dire que donc elle avait une histoire depuis, j'ai plus la durée, je crois que c'est un an et demi. Enfin, ils étaient ensemble, ils avaient 3 ans, me dit Fifi. Bon, vous voyez, je diminuais. C'est vrai qu'au débeauté comme ça, c'est un peu compliqué de se souvenir exactement des dates. Mais le fond du problème, c'est qu'ils avaient pour projet d'emménager ensemble. Et à ce moment-là, cet homme a dit, si on aménage ensemble, ça suppose que on va se marier, avoir des enfants. Et là, ce qui lui posait problème, enfin, il a dit qu'il aimerait que ses enfants soient élevés dans la religion juive. Et bon, Céline, elle a commencé un peu à se poser quelques questions parce qu'elle avait une vision plutôt laïque des choses. Et donc, il lui a dit finalement que ça serait pas possible. Précisons que cet homme avait dit qu'il était lui converti parce que c'est son père qui était juif et pas sa mère. Donc ils avaient fait un long processus pour se convertir. Voilà. Oui, c'est tout à fait cela. Je ne sais pas si je résume. Oui, vous avez absolument bien résumé. Et je pense qu'effectivement, ils sont tous les deux, aussi bien Céline que son compagnon, devant des situations extrêmement
lourdes à vivre et les solutions ne sont certainement pas très faciles. Non. Et comme vous le disiez si bien, Caroline, la seule chose, et nombreux de vos interlocuteurs aussi, la seule chose qui peut vraiment les aider, c'est tout d'abord le temps, à mon avis, et d'autre part, le joker amour. Ce sont vraiment les deux choses qui peuvent en fait apporter, disons, des solutions, car le problème en soi est assez difficile à vivre. Oui, puisque bon, cet homme, ça datait d'une semaine, hein, les propos tenus en disant qu'il remettait en question leur relation, en disant qu'il risquait de le regretter. Tout Voilà. à fait. Donc c'était vraiment très difficile de savoir comment ça allait évoluer. C'est là où j'avais parlé un petit peu de temps, mais que néanmoins il y avait eu plusieurs réactions de personnes qui étaient de confession juive et qui disaient que elle allait au devant de situations complexes. Oui, c'est certain. Mais encore une fois, l'amour est roi et c'est tout à fait. Ça peut surmonter. Oui. Tout à fait les solutions. Oui. Je voulais aussi vous dire que tout d'abord, je vous félicite pour vos approches et connaissances sur la religion juive. J'ai découvert que vous aviez de très bons, des choses très réelles en fait. Mais cependant, je voudrais quand même dire que la religion juive est une religion tolérante. Quoi qu'il en soit, il est vrai que, si vous voulez, les adeptes de cette religion en France se distinguent en plusieurs couches, n'est-ce pas? Il y a les orthodoxes, les religieux, ceux qui sont revenus à la religion, et vous en parliez d'ailleurs avec beaucoup de précision. Et en fait aussi, il y a les traditionalistes. Oui. Dans cette partie, il est vrai qu'il y a un grand nombre d'entre eux. Il s'est passé un phénomène il y a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine, dirons-nous, où en fait ce sont les enfants, les ados de ces personnes qui ont ramené les parents à la religion. Hein. Oui. Donc, et ensuite, il y a bien entendu les personnes non religieuses, et c'est aussi un cas considéré, qui, entre autres raisons, bien sûr, à cause de la Shoah, et bien entendu d'autres raisons, les mariages, même les mariages mixtes et autres raisons. Mais en fait, voilà, si vous voulez, dans les couches, en France, dans la religion juive, ça se distingue un petit peu dans ces couches-là. Oui, il y a une grande variété parce qu'il y a des personnes effectivement qui disent que c'est une identité compte tenu de toute cette histoire et de toute l'histoire de ce peuple, de ces persécutions, de tout au long de l'histoire. Enfin, où c'est important pour eux de dire, de parler de leur judaïcité, et pour autant qui disent qu'ils ne sont pas pratiquants, enfin qu'ils ne sont pas, voilà. Donc certains leur renvoient ça en disant mais il y a quand même un paradoxe, alors que bon, eux expliquent que non, c'est clairement il y a une identité fondamentalement. C'est certain, c'est certain. Oui, qu'on peut tout à fait comprendre compte tenu de l'histoire et de la Shoah évidemment. Tout à fait. Mais il y a quand même une grande part de tolérance dans la religion juive, et je me permets de me répéter, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la Torah, il y a des réponses. Oui. Pardon, je vous en prie. Oui, mais c'est pas ce qui était. Enfin, si vous voulez, c'était pas le débat d'ailleurs d'hier. Enfin, qu'on a eu avec Céline. C'était plus effectivement. Il n'était pas question de dire que cette religion n'était pas tolérante ou pas plus que les autres. On disait quand même que le problème, certains auditeurs étaient intervenus en disant que normalement ça devrait créer du lien entre les hommes. Je me souviens de quelqu'un qui avait envoyé comme ça un message, et que malheureusement ça pouvait être source de désunion. Et là, on pouvait aussi se poser la question, est-ce que cet homme au fond ne mettait pas en avant la religion pour dire qu'en fait, parce qu'il n'osait pas dire qu'il n'était pas prêt à s'engager, parce que c'est pas arrivé à n'importe quel moment. Alors c'est au moment où ils allaient emménager ensemble. Alors après tout, comme on dit familièrement, il mettait un peu la charrue avant les bœufs quand même.
Oui, tout à fait. Finalement, il n'a pas découvert que Céline n'était pas de la même confession que lui. Pendant 3 ans, tant qu'ils étaient ensemble, ça ne le gênait pas. Au moment de l'emménagement, alors effectivement, ça peut aussi se comprendre parce que ça voulait dire que la relation prenait une tournure plus vraiment concrète. Il s'engageait sur la voie de la construction aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me permettrais aussi, d'ailleurs, de donner un conseil à Céline et à son compagnon, c'est de consulter un rabbin libéral qui peut-être apportera, disons, des réponses dans le cas où réellement, comme je vous disais, s'il y a de l'amour entre eux, il reviendra peut-être sur sa position, il ouvrira d'autres portes. Mais je pense que de consulter un rabbin libéral peut vraiment, vraiment les aider. Ça, elle avait d'ailleurs tout à fait raison lorsqu'elle disait qu'elle voulait rencontrer des gens de la communauté. Mais à mon avis, ce serait quand même beaucoup plus intéressant de rencontrer un rabbin libéral qui pourra leur apporter, disons, avec plus d'ouverture, les possibilités, avec un discours bien plus direct, voyez-vous, parce qu'il va sans dire qu'une confession est très, très, très lourde à supporter. C'est quelque chose de très exigeant et d'extrêmement lourd. Une conversion, vous voulez dire? Une conversion. Une conversion, excusez-moi, oui. Excusez-moi, je peux m'excuser. Une confession aussi, parfois. Oui, c'était un lapsus. Oui, c'est un lapsus révélateur. Exactement. Je pense que c'est vrai, ça peut être aussi, disons, un discours avec un rabbin libéral peut leur ouvrir peut-être beaucoup plus de portes et de solutions et vraiment de choses. C'est là où elle aurait pu voir réellement s'il était prêt à faire cette démarche pour elle. Et j'y avais songé un moment, effectivement. Puis après, dire qu'est-ce qu'il était prêt à faire finalement, parce que on peut quand même trouver, si on le veut, si l'amour est présent véritablement, trouver des voies, trouver des possibilités. Vraiment. Oui, je pense. Oui, je pense. Enfin, bon. Ou alors, quel triste monde. Mais enfin, monde. malheureusement, on en a des exemples tous les jours. On en a des exemples tous les jours. Et quelles que soient les religions, malheureusement. Tout à fait. D'ailleurs, à cela, moi, je vous ajouterai mon avis. Je pense que, à mon avis, chaque individu, dans chaque confession, désirant avoir une bonne ligne de conduite dans la vie, bien sûr, en ayant eu aussi une très bonne éducation, doit tout d'abord comprendre le mode d'emploi de sa religion. Je pense que dans chaque religion, il y a un mode d'emploi. Et qu'en fait, on doit le comprendre. On doit le comprendre et puis, bien entendu, l'appliquer selon son propre livre arbitre. Oui, mais alors on a l'impression qu'il y a X modes d'emploi parce que chacun en fait sa lecture et sa propre version. Parce que quand on voit les ultras, les intégristes dans chaque religion, c'est terrible, quoi. Ils sont, ils prennent, dans leurs actes, ils font à l'inverse de ce qui est dit. Enfin, c'est-à-dire qu'au nom de leur religion, ils seraient prêts à défendre tous ceux qui sont, qui se mettent en travers de leur route, qui les empêchent, qui sont perçus comme eux, comme des ennemis. Enfin, ils sont impies, quoi. Tout à fait. Bon, c'est vrai que sur la religion, ça fait l'objet d'un autre débat. Mais que l'on ne pourrait pas. C'est malheureux. C'est pas le but. Effectivement, on n'est pas dans. Mais quand vous dites la tolérance, oui, c'est ce qui devrait être mis en avant. Et malheureusement, on a tous les jours des exemples qui montrent le contraire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pas seulement dans les religions, dans la vie de tous les jours, dans les émotions de tous les jours. Le manque de tolérance est aujourd'hui vraiment une chose fort regrettable avec d'autres choses. Mais c'est vrai que le manque de tolérance dans la vie de tous les jours, c'est quand même très difficile à vivre. Et c'est, à mon avis aussi, une des choses très, très regrettables. Non. En tout cas, merci beaucoup, Iris, d'avoir appelé. Vous êtes à l'écoute et donc vous hésitiez à appeler. Ce soir, vous l'avez fait et vous interviendrez peut-être, je l'espère, si d'autres témoignages vous donnent envie de réagir. Je veux bien, Caroline, je peux vous dire que je vous écoute depuis, sérieusement, disons, avant, j'étais en déplacement très souvent et je ne pouvais le faire, mais je vous écoute depuis 3 ans. Et j'avais aussi, il y a 3 ans, un grand besoin de vos conseils d'une excellente thérapeute, permettez-moi de vous le dire, comme vous l'êtes. Et je peux vous dire que ces 3 ans m'ont vraiment beaucoup aidé,
car au travers de toutes vos émissions, vos réponses aux différents autres interlocuteurs, j'ai trouvé, moi, des réponses à mes problèmes, disons, dans des rapports familiaux. Et je dois vous dire merci aussi pour cela. Et je vous félicite tellement. Le mot n'est pas assez fort. C'est les auditeurs, c'est vous qui, à travers finalement vos histoires, quand vous appelez pour un témoignage, pour parler de vous, de ce qui vous concerne, sans le savoir, vous aidez d'autres personnes qui se retrouvent confrontées à des situations à peu près similaires. Voilà, donc oui. C'est important, tant mieux si l'expérience des uns peut être utile à d'autres. Merci beaucoup. Merci Iris. Au revoir. À votre honneur. Au revoir. Au plaisir, Caroline. Au plaisir, au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Nabila. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous appelle parce que, écoutez, l'école vient de reprendre pour les enfants. Oui. Donc j'ai un fils qui est en 4e au collège. C'est un garçon. Et j'ai une fille aussi qui est en second, en première. Si vous voulez, je me suis jamais fait du souci pour elle, mais pour lui, si vous voulez, depuis qu'il est petit, dès que la scolarité reprend, quand il y a les vacances, je me sens légère, libre, je me sens vivre. Mais dès que l'école reprend, je calque mon planning de travail en fonction de ses horaires de sortie. Il faut dans ma tête que je sois présente quand il fait ses devoirs. Je vérifie, ça m'est toujours... C'est toujours insuffisant pour moi, je le fais travailler un peu plus. Et là, j'ai toujours fait ça, et là, je sens que ça lui pèse, qu'il en souffre. Et voilà, je sens que je suis dans l'obligation d'être présente. Vous savez, je reste à la fin de ses devoirs, je ne fais plus rien, à tel point que j'ai négligé vraiment l'entretien de ma maison. Je ne sors pas, j'évite de faire des choses le week-end pour être là, pour qu'il travaille. Et quand alors peut-être avec le temps, je me dis que j'ai pas mal, peut-être j'ai mal fait, parce que quand je suis pas là, en gros, en guillemets, c'est la fête pour lui. Il fait la télé, il regarde la télé. Il fait autre chose, je ne suis pas là, tout s'arrête et il travaille quand je suis là. Et ça me fait souffrir vraiment et je ne sais plus comment faire. C'est vraiment très lourd. Alors l'année démarre, je me dis mon Dieu, quelle souffrance. Vous dites, c'est lourd pour lui, mais moi ce que j'entends c'est que c'est très lourd pour vous aussi Nabila. Ah, complètement. Parce que vous dites finalement, vous êtes au début là, il y a quelques jours que ça a démarré et vous dites c'est la galère parce que on sent que tout s'arrête. Tout s'arrête, exactement. Tout s'arrête et vous ne pouvez plus rien faire. Tout tourne autour de votre fils et de cette pression terrible où vous êtes comme si il faut s'occuper de lui comme s'il était encore petit. Enfin petit et devoir tout contrôler. C'est-à-dire il est en 4e. Donc déjà en 4e, en principe, il y a un moment qu'on doit avoir acquis une autonomie. Alors ce que vous décrivez, il ne peut travailler que quand vous êtes à ses côtés, en vous en plaignant finalement, parce qu'en vous disant, en gros, il faut bien que je sois à ses côtés, parce que quand je suis pas à ses côtés, il travaille pas. Oui, puisque depuis le début, c'est comme ça. Donc finalement, il n'y a pas de notion d'autonomie. C'est-à-dire que ça l'apprend pas. Vous restez collé et il reste collé à vous dans une dépendance. Puis après, oui, aussi, je veux m'assurer en étant là qu'il a bien compris, qu'il a bien acquis qu'il a bien compris, qu'il a intégré ce qu'on lui a enseigné. Et pourquoi il ne comprendrait pas, lui ? Pourquoi ça porte sur lui et pas sur votre fille ? Ma fille, je sens qu'elle a plus de facilité. Lui, je sais pas. Pourquoi ça a démarré ? Parce que ça a démarré petit. Ça a démarré quand, cette pression autour de lui ? Depuis la maternelle. À la maternelle, je le faisais travailler aussi. Et pourquoi ? Il y a eu des réflexions d'enseignants qui vous ont... Non, du tout, non. C'est un enfant vif, intelligent. Oui. Mais alors pourquoi toute jeune, depuis que j'ai eu mon fils, j'ai toujours eu peur que... Peur de quoi ? Qu'il ne réussisse pas à l'école. J'ai toujours eu peur. D'où ça vient, ça, selon vous ? Pourquoi cette peur qu'il ne réussisse pas ? Cette peur qu'il rate sa vie, cette peur de... Ah oui, c'est une angoisse permanente. Vous les élevez seuls ? Oui.
D'accord. Et leur père n'est pas présent dans Non, leur il vie? est parti. Il est parti. Ils avaient quel âge, vos enfants? Alors, déjà, il était absent. Bon, Yanis était parti. Donnez pas trop de prénoms, hein. Non. Oui. Ah, bah, zut, j'ai donné un prénom. C'est pas grave, mais c'est bon. Oui. Alors, donc, leur père est parti. Quand il était en grande section de maternelle, Yanis. Votre fils, donc c'était en grande section de maternelle, hein, c'est ça? C'est un prénom, c'est pas non plus, on peut pas vous reconnaître avec, mais c'est pour vous, hein, Oui, c'est pour vous que d'accord. voilà, ça reste. Donc il est parti et vous avez à ce moment-là, il ne s'est plus occupé de son fils? Ah, du tout, plus du tout occupé des enfants. Là, il les a complètement, plus de nouvelles, plus rien, même pas de message par email, rien. Vous ne savez pas ce qu'il devient? Ah, je sais. Bon, il travaille, il est plus en France, il est ailleurs. Mais ce qu'il fait, qu'il est, non. D'accord. Et alors, ça a commencé en grande section. Il est parti en grande section de maternelle. C'est à ce moment-là que vous vous êtes un peu mis la pression par rapport à votre fils ou déjà avant? Déjà avant. Pourquoi vous avez cette peur qu'il ne réussisse pas sa vie, qu'il ne fasse rien? Est-ce que vous avez des hommes autour de vous qui ont comme ça galéré? Qui ont galéré, qui ont raté leur vie et qui dans votre famille? Oui. Oui. Donc, et qu'est-ce que vous entendez par rater leur vie? Je dis rater leur vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Des choses plus graves que... Ils n'ont pas été soutenus par les parents. Oui. Vos frères? Oui. Oui, vos frères, oui. Mais ça les a amenés à dévier, à sortir de la route ou... Oui, vraiment, oui. Oui, vraiment. Oui, oui, vraiment. Avoir quoi, avoir des conduites délinquantes ou... Non. Non. Mais où un mal-être, c'est quoi mal finir? Et vraiment à tout abandonner et préférer rester à la rue. Hein. À être dans la rue, à vivre à la SDF. rue, oui. Ah oui. Vraiment, hein. Vous parlez d'un de vos frères? Oui. Oui. Ah oui. Vous étiez, vous n'avez plus du tout de nouvelles de lui? Si, j'ai des nouvelles. Vous avez des nouvelles? Oui. Oui. Voilà. Et vous étiez proche de ce frère, enfant? Vous avez... Non, on n'était pas très proches. On était tous dans une situation de survie presque chacun. De survie, à ce point-là, vraiment. Oui, vraiment, de survie, oui. Comment ça s'explique? Comment vous expliquez que c'était la survie chez vous? Que faisaient vos parents? Qu'est-ce qui se passait? Chacun menait leur vie, menait sa vie, oui. Vos parents étaient même mal, enfin, il y avait... Oui, mal, oui, tout à fait. Je pense qu'ils étaient dans un grand mal-être qui faisait qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de vous. Ils étaient très déprimés. Oui. Oui. Donc voilà. Oui, une enfance très insécurisante, très précaire, où vous étiez complètement livré à vous-même, sans soutien, dans un abandon finalement moral, vraiment moral, matériel. Abandon, oui. Oui, donc vous avez pris le contre-pied de ça, vous. C'est-à-dire que vous êtes omniprésente. Oui, tout à fait. Vous êtes omniprésente. Je réponds, déjà au niveau vous devancez. Vous répondez pas. Vous devancez le moindre des désirs. Oui, complètement, oui. Hein? C'est-à-dire que vous, au contraire, je dis jamais non pour quelque chose. Je suis toujours présente. Oui. Je suis toujours là. Je pardonne aussi pas mal. Je veux pas les faire souffrir. Je veux pas qu'ils manquent de quelque chose. Et oui, c'est-à-dire que vous... Tout tourne, le temps s'arrête, la vie s'arrête pour ne consacrer qu'à vos enfants. Vous dites même, c'est-à-dire vous ne pouvez plus rien faire. Hein, mais c'est en même temps dans un état d'angoisse. Vous pouvez même plus vous occuper de la maison. Je m'occupe pas de la maison. Je cuisine pas tant que je n'ai pas fini ses devoirs et tout. C'est vraiment souvent McDonald's, pizza. Quand je peux pas, c'est que le week-end vite un petit plat, quelque chose rapide ou des pâtes. Mais et des fois, je fais le bilan de la journée. Il n'a pas fait grand-chose. Peut-être, vous voyez, il aurait pu faire ça en 20 minutes, une demi-heure. Et tout s'arrête, quoi. Je suis là. Des fois, j'attends. Oui, mais parce que vous-même, vous êtes très angoissée, certainement, dans cet état-là. C'est une façon de lutter contre l'angoisse que vous avez.
savais pas que j'étais angoissée. Non, je pense parce que vous essayez de juguler, de contrôler. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, toute votre attention, en la focalisant de la sorte, c'est une façon de détourner ce que vous pouvez ressentir. Mais à ce moment-là, c'est comme si le temps s'arrêtait. Vous pouvez plus rien faire d'autre, quoi. Oui. Et en fait, ça produit l'effet, ça pourrait produire, et c'est bien que vous en parliez, que vous m'appeliez pour en parler, parce que ça peut produire l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est trop de pression pour votre fils. Oui. Et ça peut complètement le dégoûter, le décourager. Parce que d'abord, en faisant ça, lui, il connaît pas toute votre histoire. Non. Mais il peut penser que vous ne lui faites pas confiance, Tout à fait, que vous le déconsidérez, que vous pensez qu'il n'est pas Complètement, suffisamment il intelligent pour s'en sortir tout seul, Exactement. que vous le considérez comme un bébé, ce qu'on n'aime pas à cet âge-là, qui a encore besoin de sa maman pour l'aider à être derrière lui. Alors, autant être présente quand, s'il vous demande pour un conseil, c'est une chose, mais l'entourer comme si il était en petite section de maternelle ou de primaire, où il y a des classes comme ça, des moments clés, la 6e, où c'est important encore d'aider, mais il est en 4e. Mhm. Et derrière ça, il y a le fait, il y a l'ombre de ce frère, de votre frère, Oui. qui est dans la rue. Finalement, vous avez peur, vous êtes en train de projeter sur votre fils des angoisses comme ça, comme si votre fils lui-même, il faut qu'il travaille bien pour avoir un bon travail, pour réussir dans la vie et surtout pas finir comme son oncle. Comme lui, voilà. Et à tel point aussi, je me projette tellement que, vous savez, au lieu de me faire plaisir, acheter des choses, l'argent qui me reste, je l'épargne pour mes enfants. Je me dis comme ça, ils manqueront pas, vous voyez. J'épargne pour Vous avez très très peur pour l'avenir, oui. Oui. Vous avez très peur pour l'avenir, mais finalement, vous ne... Je comprends ça, parce que c'est très angoissant compte tenu de l'histoire que vous avez eue de votre enfance. Vous avez été très insécurisé et livré à vous-même dans un abandon. Beaucoup. Vous vous en êtes sortie, vous, Nabila? Oui, je m'en suis sortie même très bien, oui. Oui, apparemment. Oui. Avec ce fond d'angoisse, parce que quand vous dites je savais, mais oui. Et donc vous voulez donner le meilleur à vos enfants, on l'entend, mais à quel prix? Vous ne vivez plus. Non. Et vos enfants et votre fils, vous lui mettez trop la pression. Et vous voyez, c'est pas un hasard, c'est votre fils. Parce que il n'y a pas de votre fille. Vous dites elle, oui, elle s'en sort, et elle s'en sort. Et votre fils. Aucun professeur vous a dit il y a des difficultés, ou c'est pas comme s'il avait des problèmes il a des capacités intellectuelles, il a intelligent, mais oui, vif. Donc il faudrait le lâcher un peu, c'est-à-dire progressivement, parce que vous pouvez pas le faire maintenant du jour au lendemain, mais si vous travaillez vous un peu sur vous, à faire la part des choses entre ce qui relève de votre histoire d'enfant, qui a été terriblement seul, et effectivement pas, alors pour le coup, suffisamment entouré, parce que c'est important d'être entouré, d'être soutenu, d'être encouragé. Et l'histoire de votre fils, ça n'a rien à voir. Mais alors, malheureusement, vous êtes seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le père qui pourrait faire contrepoids. Mais vous savez, parfois, quand on adopte complètement le contre-pied du comportement de ses parents, ça peut produire les mêmes effets. C'est-à-dire en surprotégeant votre fils comme vous le faites, vous ne lui donnez pas les possibilités de trouver en lui-même les ressources qu'il a. C'est-à-dire, vous agissez presque à sa place. Or, il a besoin d'apprendre à être autonome. Et comme le dit Ninon, il faut qu'il comprenne qu'il travaille pour lui et pas pour vous. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il est pas là, quand vous êtes pas là, c'est pas youpi, c'est la fête, on fait rien, parce que de toute façon, à la limite, s'il fait rien, le lendemain, il se fera réprimander par les profs s'il amène rien. Peut-être qu'il faut qu'il se confronte à ça à un moment, mais c'est pas un petit enfant en 4e. Donc, il va falloir le considérer aussi autrement. Et je vous assure que si vous changez vous le regard sur votre fils, ça va évoluer. Mais c'est à votre niveau que ça peut évoluer. Voyez, c'est toute votre angoisse que vous lui transmettrez. Oui, c'est vrai, j'en suis consciente parce que là, ça me mine vraiment et
Mais c'est bien que vous en ayez conscience. Parce que d'en avoir conscience, c'est pesant pour vous, et c'est très pesant certainement pour votre fils. Aussi, oui, et puis, c'est pesant pour votre fille aussi, parce que quand vous dites, par exemple, bah oui, du coup, vous êtes tellement, la vie, le temps s'arrête, vous pouvez pas cuisiner et tout. Il vaudrait mieux que, votre fils, à un moment, il fait ses devoirs, s'il a besoin un peu d'aide, il vous demande, mais pendant ce temps, si vous avez un peu de temps, peut-être pas tous les soirs, mais vous faites un bon petit plat, que vous mangez après ensemble, c'est quand même autre chose que de se faire décongeler une vieille pizza. Oui, parce qu'on a consacré tout le temps à surveiller les devoirs. Exactement. Vous voyez, oui. c'est plus convivial. Mhm. Vraiment. Donc là, vous êtes dans quelque chose où la surprotection ne lui permet pas de prendre confiance en lui. Il pense que il ne peut s'en sortir que si vous êtes à ses côtés. C'est faux. Et vous pouvez lui en parler et dire, c'est vrai que... Est-ce qu'il connaît l'histoire de son oncle? Eh ben non, j'ai tout caché. Ah oui. J'ai un peu honte, je suis un peu gênée. Pourquoi vous auriez honte? Honte de quoi? D'avoir une famille ratée, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, une famille de ratés? Vous savez, toute famille trimballe son lot de souffrances, de personnes qui sont dans un mal-être. C'est pas parce que votre frère vit dans la rue que c'est un raté. Votre frère, il a, si vous voulez, oui. C'est les gens qui vivent dans la rue sont pas des ratés. C'est souvent le fruit d'un parcours, d'une histoire. On se retrouve pas à la rue comme ça. Alors il y en a beaucoup qui souffrent de troubles psychiques en fait, et qui auraient besoin d'être soignés avant tout. Hein. Et malheureusement la rue ne contribue à les abîmer encore davantage, parce que c'est terrible de vivre dans la rue. On peut pas imaginer ce que c'est. Oui. Et d'autres qui ont des histoires d'errance, d'abandon. Enfin, on plonge pas comme ça dans la rue. Donc, en plus, ce que j'entends de vous, c'est vous avez rien d'une ratée. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez, l'expression en elle-même est très dure, très cruelle vis-à-vis de vous-même. Vous avez été dans une famille où vos parents, il y avait un mal-être, une souffrance. Enfin, ils n'étaient pas à même de s'occuper de vous comme des parents auraient pu le faire. Ils ne pouvaient pas être parents. Ça ne vous empêche pas, vous, de l'être, de vous occuper de vos enfants. Vous êtes dans l'excès pour compenser, pour réparer cette histoire. Oui, c'est vrai. Honte de votre histoire, vous n'êtes pas responsable de la souffrance de vos parents, de ce frère qui est dans une souffrance et qui vit dans la rue. Je crois qu'au contraire, tout ça, ça peut se dire, ça peut se parler. Alors peut-être progressivement, et peut-être avec votre fils, dire... que vous vous rendez compte que vous êtes trop sur lui et qu'il faut qu'il apprenne. En fait, vous avez envie de changer ça. Parce que il est intelligent, il peut parfaitement apprendre, faire des choses par lui-même, et que c'est votre angoisse. Et essayez peut-être de le lâcher un petit peu, c'est-à-dire de moins être présente en disant... de dire que c'est maintenant à lui de s'occuper un peu de lui. Mais c'est vrai que si vous le faites du jour au lendemain, il va pas comprendre, parce que vous l'avez habitué depuis qu'il est en maternelle. Oui. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs aller voir ensemble, je sais pas, vous parler un peu de votre histoire, parce qu'on sent aussi que c'est derrière ça la honte, votre histoire qui vous pèse. Et c'est vous qui vous faites pas confiance, enfin en tout cas qui n'avez pas une bonne image de vous-même, une bonne estime de vous-même. Donc vous voudriez aussi que vos enfants, quel est le parent qui ne le veut pas, mais vous particulièrement réussissent dans leurs études, parce que ça réparait aussi cette estime de vous. Oui, aussi. Et il faut un peu travailler vous là-dessus, parce qu'à ce moment-là, je pense que vous arriverez à vous situer différemment avec votre fils, et c'est très important, hein, Nabila, hein. Parce que sinon, si vous voulez, à un moment, là, il est encore jeune, mais il peut vraiment se révolter et envoyer tout balader en disant j'en ai ras-le-bol des études, lâche-moi, et être en échec. Oui, tout à fait. D'accord ? Oui. Donc peut-être aller un peu en parler. Un peu, oui, c'est pour ça. Ouais. Oui, il peut à un moment, il est encore jeune, mais il peut à un moment vous dire ça suffit, et prendre la voie inverse, dire j'en ai ras-le-bol des études, lâche-moi. Donc vous voyez, il est temps, c'est bien que vous en ayez conscience pour réagir. D'accord. Hein ? Si.
Mais c'est pas lui, vous voyez, ça doit venir de vous, de votre angoisse à vous, et au besoin parler un peu de votre histoire, parce que c'est votre histoire qui est derrière ça. Oui, c'est vrai. Hein? Tout à fait. Et je vous dis, chaque famille trimballe son lot de souffrances, de gens qui sont dans un mal-être. Vous n'êtes pas la seule, c'est ce qu'il faut vous dire, Nabila. Merci beaucoup de votre confiance. Merci beaucoup, Caroline. Merci Au revoir. infiniment. Au revoir. Merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21, 34 centimes la minute. Des SMS qui arrivent au 7 39 21 pour Nabila qui nous parlait de la relation qu'elle avait avec son fils qui est en 4e et qu'elle faisait travailler. Tout s'arrêtait à ce moment-là. Elle ne pouvait s'empêcher d'être dans le contrôle et de le surveiller, ce qu'elle ne fait pas avec sa fille. Amanda dit, pourrait-elle prendre un étudiant qui le ferait travailler quelques heures par semaine ? Qu'effectivement, ça serait déjà accepté de donner le relais à quelqu'un d'autre. C'est une excellente idée. Quelqu'un dit vraiment c'est important de lui laisser de l'autonomie. Le fait d'être trop derrière lui peut l'amener à l'échec scolaire. Croyez-en, mon expérience. Dominique de Bordeaux dit il peut se sentir sous-estimé et dévalorisé. C'est vraiment pas bon pour lui. Il faut plutôt l'encourager. Votre fils n'est pas plus bête qu'un autre. Alors ça, Dominique envoyait ce message avant qu'on sache l'histoire un peu de Nabila qui ne mettait pas en cause les capacités intellectuelles de son fils mais qui avait peur qu'il rate sa vie et Nabila disait qu'elle avait eu une enfance où ils avaient été complètement livrés à eux-mêmes, elle et ses frères et sœurs, et un de ses frères aujourd'hui se retrouve à la rue au sens propre du terme, vit dans la rue et bon, il y a cette angoisse en arrière-plan. Quelqu'un dit d'ailleurs à ce sujet, je travaille dans le secteur de l'urgence sociale et auprès de SDF. Surtout, n'ayez pas honte de votre famille, de votre frère. Au contraire, je pense qu'il serait important d'en parler avec votre fils. Pourquoi pas d'ailleurs le rencontrer, non pas pour le culpabiliser, mais parce que c'est quelqu'un de votre famille. Je sais pas la suite du message. Sachez que c'est limité à 160 caractères vos SMS. Je pense qu'effectivement, quand il y a une angoisse comme ça, un non-dit, c'est plus que ça. C'est un secret de famille. Finalement, ce frère qui est SDF, c'est souvent voilà la honte sociale, le secret. Levez ça. J'ai peut-être pas insisté assez auprès de Nabila, mais qui j'espère est peut-être à l'écoute. C'est-à-dire à un moment sortir de la honte parce que ça doit peser. Il y a quelque chose entre vous et votre fils. Il n'y a pas de honte à avoir. Il y a une histoire familiale qui s'inscrit avec de la souffrance et il a cet oncle qui ne va pas bien. Pour autant, pourquoi suivrait-il la voie de cet oncle ? Bonsoir Julien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà merci de me donner la parole. Je vous en prie. Je suis là pour vous. Merci beaucoup parce que c'est un sujet, pour ma part, qui est très personnel. Je le fais aussi au nom de ma femme. Oui. Je explique un peu ma situation. Donc je suis marié depuis 6 ans avec ma femme. J'ai 37 ans. Oui. Elle en a 33 ans. Je l'aime beaucoup. Oui. Et je veux dire, on a 6 ans de mariage et on traverse une crise profonde là. Par rapport à, il y a plusieurs sujets, mais je pense que le sujet principal, c'est que on a eu un désir d'enfant. Oui. Donc pendant nos premières années de mariage, on voulait vraiment avoir un enfant, donc on a essayé d'avoir naturellement. Oui. Et au bout de 3 ans, on n'y arrivait pas, donc on a fait la démarche d'aller de faire des fils. Oui. Donc on a passé différents examens chacun. Donc on est en pleine procédure de fils depuis ça fait 3 ans et demi. D'accord. Qui sont signés toujours en finalité par des échecs. Sachant que, je veux dire, le souci en fait de ce problème, il vient de moi. J'ai en fait des spermatozoïdes qui sont dits feignants en fait. Ah, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On utilise ces termes-là, d'accord. Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est pas un terme très scientifique, ça, mais bon. Voilà. Ils ont bon. Ils ont une mobilité un peu réduite. Voilà, exactement. C'est ça, ils sont pas très mobiles. C'est ça.
exactement. Donc c'est pour ça que ça serait la conception du bébé se ferait dans une éprouvette pour faciliter un peu les choses. D'accord. Voilà. Oui. Donc on a essayé plusieurs techniques. Oui. Là, donc on va entamer, on est en train de discuter avec ma femme d'entamer la troisième FIV. Oui. Donc troisième, d'accord. Ouais, bon, troisième. Écoutez, il n'y a pas de. Voilà, c'est parfois effectivement, on sait que ça marche rarement la première FIV. Hein. Oui, ça, mais c'est éprouvant, oui. Oui, voilà. En fait, c'est très éprouvant parce que, je veux dire, déjà, je vais me passer pour moi en tant qu'homme, c'est-à-dire que c'est une situation qui est tellement difficile à vivre parce on se sent vraiment diminué. Oui. Vraiment. Je comprends. Déjà, et c'est-à-dire que moi qui voulais quelque chose de naturel, surtout pour la femme, vraiment, j'en arrive aujourd'hui. À plus d'avoir de libido, en termes de considération en tant qu'homme, je me sens vraiment inutile, hein, vraiment. Pourtant, je sais, j'aime ma femme, je pense aussi, m'aime aussi. Mais voilà, le sujet, c'est que pour en arriver à cette sérénité, par exemple ce soir, donc on traverse une crise, on a un rendez-vous avec la sexologue. On va faire je pense une thérapie de groupe, une thérapie de couple, excusez-moi, à partir de mardi prochain, parce qu'on s'est dit bon, faut qu'on essaie de comprendre et on essaie un peu de d'étaler toutes les problématiques que l'on a rencontrées et surtout cette épreuve du désir d'enfant. Oui. Et si vous voulez, c'est que moi aujourd'hui, j'ai un autre souci, c'est que en termes de libido, je n'arrive plus à satisfaire ma femme. C'est-à-dire ce soir, on a eu après 3 semaines, vous savez, on a beaucoup discuté avec ma femme et puis on a surtout des sujets pas évidents. Pour moi, c'est aussi ce qu'elle m'a dit, j'en prends note. C'est assez difficile aussi. Ça touche ma libido. C'est que et votre virilité aussi. Voilà, ma virilité. C'est ça, c'est-à-dire que vous le dites, vous vous sentez diminué. Oui, vraiment diminué et je n'arrive plus à avoir d'érection et pourtant ce soir, j'avais un désir. Vraiment pour ma femme, je l'ai même parlé ce matin. J'ai vraiment envie de faire l'amour, sauf que je me dis j'ai peur de pas assurer. Je me mets peut-être une pression et ce soir j'ai pas assuré du tout en termes sexuellement parlant. Alors que voilà. Alors que vous aviez du désir. Alors j'étais parti désir dans pour elle. Voilà. Alors après il y a un autre phénomène. Alors ça, ma femme a 33 ans, elle a aussi un besoin de sexe plus fréquent. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est l'âge qui fait que voilà. Donc, pour schématiser, moi je pense que ma moyenne c'est de faire l'amour peut-être 2 fois par mois, alors qu'elle vraiment, je pense qu'elle est demandeuse de plus, vraiment de plus. Oui. Donc voilà, on est en pleine crise. À ce niveau-là, et Mais depuis que vous la connaissez, c'est-à-dire dans la fréquence de vos rapports sexuels, c'était toujours comme ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous, quand vous parlez de votre désir de faire l'amour, c'est actuellement. Oui, hein, c'est ça. Donc il y a aussi là, il y a un déséquilibre entre vous deux à ce niveau-là. Oui, mais de toute façon, actuellement, votre couple est mis à l'épreuve, comme vous l'avez très bien dit, par cette difficulté que vous avez à concevoir un enfant. Et vous l'avez dit, le problème vient de vous. Enfin, vous l'avez prononcé en ces termes-là. C'est-à-dire que quand on fait des analyses pour essayer de voir pourquoi c'est compliqué, on ne vous parle pas de stérilité, c'est important. Ah non. Hein, bah oui, mais ça c'est quand même essentiel. Bon, à un moment, souvent soit ça porte sur la femme, soit sur l'homme, ou parfois on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a aucune cause. Il y a peut-être un blocage ou il y a une incompatibilité parfois. Bon, là on a identifié en parlant de spermatozoïdes, on vous dit un peu feignant. C'est compliqué à vivre parce que souvent vous n'êtes pas le seul. C'est les hommes mais comme les femmes d'ailleurs, mais ça se joue aussi à ce moment-là à un autre niveau, se sentent atteints dans leur virilité parce qu'on a beau dire, même si vous savez que c'est pas la même chose que
Vous pouvez avoir des érections et il y a des hommes qui ont aucun problème sur le plan de leur libido à avoir des érections, mais qui ont un problème de stérilité. À l'inverse, il y a des hommes qui ont des problèmes d'érection et pas de problème de fécondité. Bon, alors déjà on ne vous dit pas que vous êtes stérile, donc ça c'est important, qu'il y a un problème effectivement au niveau de la mobilité, qu'il faut les booster un peu, hein, en gros. Voilà, mais il n'empêche que ça vous touche dans votre virilité parce que il y a quelque chose qui fait qu'on associe encore trop inconsciemment puissance sexuelle, le fait d'avoir comme ça des érections et la fécondité. Et en plus, comme vous dites, vous auriez tellement aimé que ça se fasse naturellement, c'est-à-dire pouvoir accéder au désir de votre femme, au désir que vous aviez, de lui donner un enfant, de lui faire un enfant, hein, de lui faire un enfant. Voilà. Là, vous devez passer par des tiers, par des médecins et par des choses qui sont quand même compliquées à vivre aussi. Ah, tout à fait. Hein, oui, tout à fait. sur un plan technique. Oui. Bon. Alors, ce qui est compliqué, excusez-moi, ce qui est compliqué à vivre, c'est surtout quand les techniques se soldent par un échec. Pour ma femme, quand je vois ma femme malheureuse par rapport à ça, moi, ça me rend encore plus malheureux. Bon, vraiment, je joue au maximum mon rôle de dire, je suis là, voilà, on va essayer de. Mais en fait, elle arrive elle a une vision elle me trouve que je suis peut-être trop positif en disant, tu dis toujours, ça va aller la prochaine fois, mais elle, je sens que vraiment, au fond d'elle, c'est quelque chose c'est injuste. Vraiment, c'est une injustice totale. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette crise, parce que je me dis, est-ce que je suis vraiment l'homme de sa vie? Est-ce que vraiment, je dois peut-être la laisser partir et vivre avec un autre homme pour lui peut-être que cet homme lui offre l'enfant qu'elle désirait, qu'elle désire? Ou voilà. Non mais attendez. Là, vous ne voyez plus les choses. Voyez, vous êtes tellement. C'est la culpabilité aussi. C'est souvent quand on n'arrive pas, qui vous fait un peu voir les choses comme ça. Il faut quand même. Vous savez. Vous avez dit vous aimez, vous traversez une crise importante, mais la question est, moi, je pense, on peut penser, là, il faut pas prendre le problème à l'envers. C'est parce que vous aimez aussi que vous voulez un enfant. Oui. Là, c'est comme si vous me dites, est-ce que je dois la laisser partir pour finalement aller faire un enfant avec un autre homme? Quel sens ça a d'aller faire un enfant avec un homme? Vous voyez, on fait pas un enfant avec. Enfin, moi, je vais vous parler là en tant que femme. On fait pas un enfant avec un homme comme ça. On fait un enfant avec un homme avec qui on a une relation, avec un homme qu'on aime. Ou alors c'est l'enfant pour l'enfant. Enfin, c'est ça. Ça n'a pas tellement de sens. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui le font, mais on peut penser, et je pense qu'elle veut un enfant avec vous. Et qu'évidemment que ça crée beaucoup de tensions et de complications, parce que le fait que pour le moment ça ne se concrétise pas, et que vous vous sentez comme si c'était, voilà, on a dit responsable de ça, vous en arrivez presque à vous dire, à vous auto-punir, à vous punir en disant, je la laisse partir et puis elle va faire cet enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut un enfant forcément à tout prix, et en tout cas avec n'importe qui. Parce qu'on ne rencontre pas tous les jours un homme ou une femme avec qui on a envie de faire un enfant. Vous voyez, c'est pas l'enfant comme ça. Ou alors, ça peut l'être, mais c'est un petit peu problématique à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire, c'est l'enfant aussi de cette personne, avec cette personne. Donc, c'est vous qu'elle aime, même si actuellement c'est difficile entre vous. Donc attention de ne pas aller trop vite, et je pense que ça, c'est parfois la culpabilité est même souvent est mauvaise conseillère. C'est ce que dit Cathy d'ailleurs. Vous avez peur de la perdre du fait de cette raison. Vous avez peur que ça vous mette à mal votre couple. Et donc c'est un peu, vous êtes c'est la panique. Il faut vous apaiser là. Hein, parce que ça ait des répercussions sur votre libido, mais évidemment. C'est pas, le parcours des filles, le fait d'aller, de vous retrouver, à donner votre sperme, je veux dire, c'est tout sauf érotique, ça. Il faut y aller tel jour,
Après, et même quand vous faites l'amour, il y a quand même ce truc de dire, et peut-être que si, voilà, il y a cette idée de l'enfant. Même entre vous deux, il s'est présent. Il faut presque pouvoir à un moment dire, bon, lâchez un peu. Voyez, moi, je sais pas ce qui va émerger, mais parfois même dans les services où ils pratiquent comme ça, où ils ont recours aux procréations médicalement assistées, parfois quand le couple est un peu au bord de la crise de nerfs, de la tension, parfois ils disent, bon, on peut arrêter un petit peu, se poser, que vous vous retrouviez, et on reprend après. D'autant que votre femme, elle a 33 ans. Hein, vous en avez 37. Donc, je veux dire, elle est jeune encore. C'est pas comme si, vous voyez, elle arrivait au dernier moment. Vous aussi, c'est-à-dire, bon, les spermatozoïdes, dans une éprouvette, on peut justement les booster. C'est le principe. Enfin, c'est plus simple. On en choisit. Et c'est pas comme si c'était fait de façon classique. Bon, mais votre femme, elle a encore le temps. Ça vaut le coup peut-être de dire, pendant, je sais pas, hein, moi je suis pas médecin, mais pendant 6 mois, on décroche, on se retrouve un peu, on retrouve une complicité, et après on se remet dans un projet, plutôt que d'aller de crispation en crispation. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous retrouviez le plaisir l'envie d'être ensemble et de faire l'amour pour un moment de partage et de désir, voyez, parce que là vous êtes atteint dans votre virilité, ça joue sur votre libido, et après c'est un cercle vicieux. Donc vous vous dites, j'arrive plus, je suis plus à la hauteur, ça ne fait que vous conforter en disant j'y arrive plus, autant qu'elle parte, et puis elle peut se sentir dire finalement on n'y arrive plus, ou s'il a même plus de désir pour moi, c'est fichu, enfin voyez, vous vous dévalorisez trop. Ça n'enlève rien à ce que vous êtes, à votre personnalité, au fait que vous avez vécu une histoire d'amour, votre femme, elle vous aime. Bon, il y a ce problème physiologique, mais on sait qu'il y a aujourd'hui quand même des techniques pour remédier à cela. Je dis pas que c'est magique, que c'est miraculeux. C'est vrai que c'est un parcours du combattant, c'est vrai que ça peut prendre du temps, que malheureusement, il faut parfois plusieurs FIV avant d'y arriver. Mais que vous disent les médecins? Vous êtes quand même dans un profil où votre femme est jeune, vous aussi. C'est pas, on parle pas de, voyez, on vous dit pas c'est une stérilité contre laquelle on n'a aucune possibilité. Pour le moment, non. C'est vraiment, il continue on continue à faire des examens pour un peu pousser, en fait. Donc on sent qu'ils s'investissent encore dans notre. S'ils s'investissent, c'est parce que même, vous voyez, ils investiraient pas du temps, de l'énergie, de l'argent si ils pensaient que de toute façon il y avait aucune possibilité. Mais c'est vrai qu'après, il est important que votre couple, que ça devienne plus le seul, parce que tout votre objectif tend vers cela, en oubliant que vous voulez un enfant, mais parce que vous aimez, vous êtes ensemble, et donc si cet enfant devient la source de heurts entre vous, vous voyez, à un moment il faut peut-être un peu se poser et dire bon, on lâche un peu, on reprend plus tard. Je ne sais pas, hein, mais vous retrouvez. Et même pour votre femme, parce que c'est fatigant les traitements qu'elle a certainement. Ah oui, c'est très fatigant. Vous voyez, c'est fatigant. Ça aussi, c'est-à-dire que en termes de traitement, c'est la femme qui a le plus de choses à faire, le plus à gérer. L'homme, en fait, nous, on n'a pas grand-chose. Je fais un traitement de vitamines, c'est tout, je veux dire. Après, je pense vraiment, ma mission, c'est vraiment soutenir ma femme dans la longue procédure de traitement, avec ce que ça peut engendrer en termes de... Très lourd. Très lourd, même psychologiquement, et voilà, puis elle les piqûres tous les soirs. Je veux dire, ça aussi, c'est aussi... et puis quand surtout quand on arrive aussi à la finalité où ça n'a pas marché, je veux dire... voilà, Oui, tout ça, c'est très déprimant. Il y a un côté très déprimant. Comme vous dites, bon, voyez, la piqûre tous les soirs, Enfin, comment voulez-vous que votre libido, elle soit pas en baisse? Parce que finalement, vous dites, il y a du désir. On fait pas toujours l'amour pour faire un bébé. Parfois, il y a ce désir comme ça, un peu à l'état brut. Mais c'est waouh, il faut faire l'amour. Oui, mais il y a toujours cette perspective. Et si, attends, je vais ma piqûre à faire. Demain, moi, je vais faire mon prélèvement.
Ben oui, effectivement, on n'a plus envie, on a de dire bon, on va se coucher et puis voilà. Il faudrait par moment prendre un peu de distance, comme dit Cathy, arriver presque en rire. C'est compliqué. Elle dit peut-être il y a des épisodes de Sex and the City qui ont abordé ce sujet. Elle dit peut-être les retrouver, essayer d'en rire un peu. Mais ça serait déjà une bonne chose quand on arrive un peu à prendre l'humour, sauf de beaucoup de choses, prendre un peu de distance. Mais pour ça, il faut pas trop en souffrir. Or actuellement, bon, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a Annie qui dit une de mes amies a eu difficilement un bébé par FIV. Ça va pas mieux, moi. Non, mais voyez, on me dit que j'ai fait des progrès en anglais, donc maintenant, ça y est, je vois. Mais c'est parce que c'est marqué FIV, hein, cela dit. Sur le texto, c'est FIV. C'est marqué FIVE, donc moi, je lis. Vous voyez, maintenant que je suis devenue parfaitement bilingue, eh bien, je vois écrit FIVE, je lis FIVE. Donc, par FIV, ils sont détendus, ça a marché. Eh bien, ils en ont eu un deuxième naturellement. Mais on voit des choses comme ça, des cas de figure comme ça. Donc, franchement, il devrait, je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a pas, il devrait faire des groupes de parole un peu dans les centres qui s'occupent de procréation médicalement assistée, parce que je trouve que ça aiderait peut-être, voyez, à justement les expériences des uns et des autres, à un moment de dire, on n'est pas les seuls à traverser ça. Peut-être que ça pourrait dédramatiser. Ce que vous vivez qui est très pénible, parce qu'il y a un sentiment d'injustice, se dire pourquoi là où tant d'autres font un bébé facilement, pas nous. Bien sûr. Il y a un peu la famille parfois, alors je sais pas si vos amis, la famille, c'est... on l'a eu, même on est à tel point que on est obligé même d'éviter certaines personnes parce que ce renvoi à l'heure, pas d'enfant, c'est terrible, je veux dire. Donc, c'est pénible, oui. Oui. En fait, on est dans des fois, on a l'impression d'être dans une bulle, à dire voilà, si on va voir tel copain, on a peur que le sujet de l'enfant revienne. Là, on vient d'avoir, je viens d'apprendre que ma sœur en fait est tombée enceinte. Donc, moi, je suis contente pour elle, mais je veux dire, je sais que ça peut renvoyer à ma femme, c'est difficile à vivre aussi. Oui, bien sûr que c'est difficile, parce que en même temps, évidemment, c'est votre sœur, vous êtes heureux pour elle, et puis quand même, il y a forcément un pincement au cœur. Parce que vous dites en plus, bon, s'il y a ce bébé, toute la famille, c'est un peu délicat. C'est normal. Vous êtes dans ce désir, c'est compliqué. Mais je vous dis, ça peut jusque-là, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que la prochaine sera peut-être la bonne. Et je crois que peut-être à un moment, il faut voir aussi en parler avec le médecin. Je crois que ça c'est important, la relation avec le médecin qui vous suit, dire que parce que ils savent à quel point les couples sont mis à l'épreuve dans ces situations. Et plutôt que arriver à des tensions et parfois malheureusement à des séparations, dire là c'est compliqué pour nous, est-ce que en parler avec votre femme, est-ce qu'il vaut pas mieux un peu faire une pause, reprendre plus tard, comment ça peut être envisagé pour vous retrouver? Déjà on va entamer cette procédure avec la sexologue et puis faire une thérapie de couple, histoire déjà de voir plus clair, parce que il y a ce sujet de désir d'enfant a amené d'autres sujets aussi derrière. Alors voilà, donc c'est ça aussi. Je pense que là, on est en train de se noyer dans. Oui, alors attention à ça, parce qu'il faudrait pas non plus, voyez, parce que ça peut être à travers c'est ce que vous traversez qui est difficile. On peut se renvoyer tous plein de choses derrière, et peut-être des choses un peu difficiles, j'allais dire des horreurs, voyez, parce qu'il y a un peu de on en veut à l'autre, enfin on s'en veut à soi, on en veut, il y a des choses qu'on regrette un peu. Donc est-ce que c'est vraiment le meilleur moment de faire une thérapie? Moi je suis un peu dubitative, je vous cache pas. Sachant que je pense qu'il faudrait être soutenu, ou alors je dirais thérapie, mais vraiment de soutien, pour être soutenu pendant ce qui est une épreuve, mais pas forcément dans se lancer dans waouh, qu'est-ce qui va pas derrière. Enfin, je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce que quand on est qu'on se sent déprécié, dévalorisé, ça crée déjà un mal-être, un déséquilibre, et du coup on peut tout remettre en question de la relation, alors qu'en fait on est perturbé parce que ça touche. C'est compliqué de ne pas pouvoir
quand on a un désir d'enfant, de ne pas pouvoir le concrétiser, ça touche à la transmission, ça renvoie à l'enfant qu'on a été, ça renvoie à soi, à son histoire. Et il faudrait pas, du coup, que ça soit la relation de couple en elle-même où on dise et qu'on envoie tout balader en disant bon, bah finalement c'est pas possible. Au fond, je me suis trompée, bye bye quoi. Et c'est le risque parfois dans des situations où on est sur un fil tendu. Vous voyez, c'est vraiment le funambule. Donc avoir du soutien, oui, mais pas forcément creuser très en profondeur. D'accord. Je crois qu'il vaut mieux retrouver du plaisir à être ensemble et peut-être effectivement avec le biais, un peu d'une sexologue, mais quelqu'un qui dédramatiserait. Je vois pas honnêtement comment, dans cette situation-là, vous pourriez avoir une libido au top, quoi. C'est votre femme, elle est fatiguée par les traitements. Oula, oui. Elle est déprimée quand finalement elle se rend compte que ça n'a pas marché, qu'elle a ses règles. Vous dites ah bah oui, alors voilà, moi ok, on me dit mes spermatozoïdes sont feignants, sympa. Bon en fait, je peux pas satisfaire. Ça devient de je peux pas satisfaire ma femme parce que finalement vous angoissez, vous dites, vous focalisez là-dessus. Du coup vous perdez vos érections. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Alors qu'en fait il faudrait un peu se détendre, dire bon, on va faire un break et on reprendra un peu plus tard. Quelqu'un dit 3e tentative, tous les espoirs sont permis. J'ai eu ma fille à la 3e tentative de FIV. Il faut vraiment dédramatiser, vous retrouver tous les deux, ça marchera. L'aspect psychologique est aussi important. Bien sûr. Il y a Guillaume qui dit je conseille le film Comment les Anglais se reproduisent. Film anglais avec le Dr House, enfin je pense l'acteur qui interprète le Dr House. Ça traite des questions de fécondité d'une manière très humoristique. Je connais pas, vous connaissez ce film ? Non, pas du tout, non. Bon, mais pourquoi pas ? Ça peut à un moment dire bon, si on peut commencer à en rire, c'est gagné déjà. Hein. Mais c'est compliqué quand on est dans votre en plein dedans, je dirais. Ouais, voilà, ouais. C'est plus facile après coup. Hein, quand... Bon, essayez, voilà, c'est bien, faites une démarche, allez voir un tiers, en parler, mais restez vigilants sur le fait qu'on vous entraîne pas trop dans des choses, voyez, de creuser le couple. Moi, je dirais que dans les moments de crise, c'est pas là. Peut-être qu'on peut le faire à titre personnel, mais la relation de couple, elle est mise à mal, forcément. Hein, il faut le savoir quand même. Bonne chance à vous. Moi, je vous souhaite bonne chance, hein, Julien. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Et accrochez-vous et ne vous dévalorisez pas. Voilà. Je sais que c'est facile à dire, un peu moins à vivre, mais parlez-en peut-être aussi vous surtout avec le médecin qui vous suit. Je crois que c'est important d'aborder cet aspect-là aussi. Vous êtes en confiance avec lui ? On le voit, je veux dire, juste pour l'aspect mécanique de la chose. Mais oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que là, Mais est-ce que vous pouvez parler ? Vous pouvez pas trop parler avec lui ? C'est-à-dire que pour ma part, c'est un sujet qui est quand même un peu compliqué pour moi, quoi. C'est vrai. Vraiment, je sais pas quel sera son jugement. C'est pour ça que avec ma femme, elle avait un contact avec une sexologue qui travaille entre autres dans ce service-là, donc qui déjà, je pense, est bien au courant de toutes ces épreuves. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit autant essayer de comprendre où on en est déjà, de essayer d'élaguer tous nos soucis actuellement, pour pour se relancer comme vous dites dans un nouveau projet Voilà. Et puis que vous ayez aussi d'autres projets, que ça vous fasse pas perdre de vue, d'autres projets alors, il y a ce bébé, ce projet d'enfant, mais aussi, il peut y avoir d'autres projets. Voyez, même des projets qui peuvent effectivement vous paraître moins importants en fonction de ça, mais ça peut être des projets de week-end, des projets un peu de vacances, des projets où vous vous retrouvez vraiment à deux. Hein. C'est ce qu'on fait, hein, vraiment. Là, on part en vacances la semaine prochaine. Bon. Donc, voilà. Mais ça va vous faire du bien, hein, ça. On attend que ça, essayer de se retrouver. Oh, mais ça, je comprends. Vraiment, là, lâcher un peu, voyez, pendant quelque temps, n'évoquez pas ça, de façon plus détendue. C'est important de vous retrouver dans une complicité. Hein. Bonnes vacances alors. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. Hein. Merci. Au revoir Julien. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. 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 Eh bien,
bonsoir déjà de m'écouter, c'est bien. Le premier temps que je vous appelais, c'était par rapport à la maman qui appelait pour Nabila. son enfant. Oui. Pour son fils. J'ai pas pris le début, j'ai pris un petit peu au milieu. Pour son fils qui est en 4e et où elle contrôlait beaucoup ses devoirs, sa scolarité. Et qu'elle faisait des soucis pour ses devoirs. Oui. Elle faisait plus rien à part... pas plus rien, ça je veux dire, mais ça lui faisait un gros souci. Oui. Alors, j'ai commencé par là. Alors déjà, moi, il passe en 4e, le mien passe en 6e. D'accord. Et oui, c'est une année importante. Voilà, c'est important. Et en CM1, CM2, je lui ai pris la tête avec les devoirs sans arrêt. C'est-à-dire que je n'étais pas bien moi-même tant qu'il n'avait pas fait ses devoirs, tant que c'était pas bien, tant que c'était pas vraiment bien, tout, machin, tout ça. Donc on finissait par avoir des heures ensemble. Oui. Hein? Et là, les profs m'ont expliqué, il faut que je laisse un petit peu, que je sois un peu plus cool, que j'arrête, que je laisse seule un petit peu. Même si c'était des erreurs, c'était pas grave. Bien sûr. Que je laisse faire ses erreurs. Et le fait est que là, il a commencé la 6e. Oui. Il a fait ses devoirs cette semaine. Tout était bien écrit. Et il a dit, j'ai dit, tu t'es trompé. Il dit, maman, laisse-moi tranquille. Je verrai ça avec le professeur de maths. Je suis d'accord, mon fils. Ok. Oui, c'est bien, il assume, il dit voilà, mais c'est bien qu'il puisse comme ça s'affirmer, vous répondre. De dire maman, laisse-moi tranquille. Ah c'est clair, le message est clair. Oui. Voilà. Et qu'il verra finalement. C'est tellement angoissant pour vous qu'il vaut mieux qu'il voit ça avec son professeur. Parce que d'abord, lui expliquera de la même façon qu'il lui explique en cours. Alors que parfois, souvent, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas la même façon d'expliquer et l'enfant est d'autant plus perturbé. Peut-être aussi. Ça donc joue. Je lui ai dit, j'ai dit ok, j'ai pas de souci, tu verras ça avec ton. Alors, donc ça s'est bien passé. Là, ça fait pas longtemps, parce que là, les cours, donc ça a commencé il y a mardi dernier, donc c'est récent. Mais ça se passe bien. On n'a pas de... Alors qu'en fin d'année de SM2, on était toujours en problème. Je veux dire à la maman, ne vous inquiétez pas, ils vont prendre leur marque. À savoir qu'ils vont eux-mêmes, ils vont dire voilà ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va, ce qui va pas. Mais par contre, moi je fais un truc maintenant, parce que je faisais comme la maman, je faisais plus rien à part m'occuper de l'école. M'occuper de l'école, oh là là, que l'école ça. Et maintenant, alors on fait à manger ensemble. Là, oui, c'est un moment comme ça de détente. Voilà, on prend des trucs de détente, on laisse tomber l'école, on range les cahiers, terminé. C'est formidable que vous ayez pu, Daniel, finalement arriver à lâcher. Vous vous sentez mieux, finalement. Votre fils, certainement, lui, se sent mieux puisqu'il peut vous dire... Nous allons enfin respirer. Ah oui, même vous, ça doit vous délester d'un poids. Voilà, on va enfin respirer. Oui. C'est-à-dire, tant pis. Donc les professeurs ont bien fait de vous dire, ça vous a soulagé de dire au fond on s'en occupe. Vous ferez pas mal votre rôle de mère si vous vous occupez moins des devoirs, au contraire. Voilà, finalement, ça peut produire l'effet inverse d'être trop sur les enfants. C'est important d'être là, d'être présent. Il y a des tellement, et comme on est, je pense que comme la maman là, je suis seule avec mon fils aussi. Oui. Mon fils, je veux tellement que faire bien. Vous voulez faire bien. On est tellement oppressés qu'on finit par les angoisser, bien sûr. Par les angoisser. Alors il m'a dit, c'est faux. Il m'a dit, c'est faux, tant pis. Je suis d'accord, c'est faux, tant pis. Il a raison. Bon, c'est faux, on peut se tromper, c'est pas dramatique et il verra bien le lendemain et puis c'est son professeur lui réexpliquera. Voilà, tout à fait. Je voulais dire à la maman, c'est l'écoute encore. Oui, merci d'avoir appelé, c'est important. Et qu'elle ne s'inquiète pas, son gamin va continuer bien comme il faut. Et il sait pertinemment, et ça ils le savent, que la maman s'occupe d'eux. Ils le savent. Bien sûr, autrement. Merci beaucoup. Merci Daniel pour ce témoignage.
J'ai entendu Julien sur la dernière chose là. Mon fils, en l'occurrence, je l'ai eu à la 5e FIV. D'accord. Bon, message d'espoir alors. On va avoir justement Hélène dans quelques temps qui va réagir, enfin tout de suite qui va réagir. Comme sa femme, j'ai eu les piqûres, j'ai eu tout ça. Et j'ai eu mon fils, il est très beau, il mesure 1m60, il a 12 ans, il est passé en 6e et il a un an de retard parce qu'il est un petit peu... Ah mais ça, les enfants nés par FIV peuvent être effectivement très beaux et très intelligents. Il n'a pas de retard, oui. Il est formidable et je l'ai eu à la 5e FIV. Merci beaucoup, comme ça vous avez pu réconforter les deux. Alors Julien, ne vous faites pas de soucis, ça vient. Voilà. Merci beaucoup de ces paroles de réconfort. Voilà, si Julien écoute, il est certainement. Alors justement, merci, au revoir Daniel. Il y a des mails qui arrivent. Raphaël qui dit, je ne sais plus qui disait que les enfants qui réussissent le mieux à l'école sont ceux qui ont un rapport désintéressé au savoir. Ce rapport crée justement un intérêt pour les études, alors qu'au contraire, quand on les force, ça peut créer un rapport de douleur avec le travail et le savoir. Il y a également Merlin qui dit, je suis moi-même le fils d'un raté. C'est ce que disait Nabila. Elle disait qu'il y avait honte d'être une famille de ratés. Né d'un viol alcoolique, il a fini SDF. S'est jeté sous une voiture lorsque j'avais 6 ans. Sans forcément s'en apercevoir, parfois on peut provoquer l'inverse de ce qu'on recherche en tant que parent. Plutôt que de rater, lorsque Nabila parle de son frère, il serait plus juste de parler de blessé de l'existence. Il y a, à propos de Julien aussi, il y a le même Merlin qui dit vouloir faire une thérapie alors qu'on a dit difficulté à faire un enfant, c'est vouloir chercher un coupable, des raisons qu'il n'y a pas forcément lieu de rechercher, qu'il se retrouve plutôt que de s'observer. Mon meilleur ami a eu un enfant 5 mois après avoir adopté une petite fille. Et c'est ce que dit Violaine, ça arrive fréquemment que des couples voient leur désir d'enfant se réaliser le jour où, se faisant une raison, ils pensaient à l'adoption. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais donner un petit peu de courage à Julien. Oui. Parce que je le sentais un petit peu en difficulté. Oui. Et alors je voulais lui dire que moi j'ai 3 petites filles par FIV parce que la maman a fait des grossesses extra-utérines et il n'y avait plus de trompe. Donc c'était le seul moyen d'arriver à avoir un enfant. Oui. Alors pour la première, il y a eu 10 FIV. Ah oui. Il y a eu 10 FIV et ils étaient prêts à abandonner. Ils avaient fait toutes les démarches pour une adoption. Et puis ils ont dit on fait une dernière FIV et on prend le premier enfant qui arrive. Et ça a marché. D'accord. Et puis il y a eu une deuxième petite fille 2 ans après. Oui. Toujours dans les mêmes conditions puisque la maman n'a pas de trompe. Et une troisième petite fille 2 ans après. C'est incroyable ça. Et oui, là, oui, ça c'est vraiment. Enfin, c'est incroyable. Non, mais ça montre, ça donne beaucoup d'espoir parce que ça montre que. C'est pour ça que je voulais. Oui, je vous remercie d'avoir appelé. Oui, déjà. Déjà. La troisième. Ah oui, ils étaient à la troisième. Ils sont très tristes, très déprimés. Mais 10 filles avant d'avoir la première, et après, en revanche, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ça a été plus rapide, semble-t-il. Je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas de trompe, donc il a fallu faire les 3 filles sont nées par FIV. Forcément, puisque quand il n'y a pas de trompe, c'est évident qu'il ne peut pas y avoir de fécondation faite naturellement. Tout était perdu. Après 2 grossesses extra-utérines, tout était perdu. Oui, et donc les 3 sont nés par FIV. La première, donc, ça a été très très long. Et puis les 2 autres, on n'a pas posé de questions pour savoir combien il y en avait. Mais enfin, elles sont là, bien vivantes, toutes les 3. Et la première vient de passer son bac. Bah écoutez, c'est formidable. Donc, elles ont quel âge, ces petites filles, maintenant ? Pardon ? Elles ont quel âge ? Eh bien, la première a 16 ans, la deuxième a 14 ans et la troisième a 12 ans. Ah oui, c'est formidable. Oui. Bon, donc il faut vraiment garder espoir. C'est pour ça que je voulais essayer de mettre un peu d'espoir dans une situation où, pour ma belle-fille, c'était vraiment perdu. Oui. Et puis finalement, maintenant, il se retrouve à la tête.
on peut dire d'une grande famille, parce que déjà 3 enfants, ça fait une belle famille. 3 enfants et dans des conditions comme ça, c'est pas une situation facile. Il n'y avait aucun espoir d'en avoir autrement. Oui, oui. Oui, donc Sergio qui compte bien mieux que moi, qui dit 3 fois 5, ça fait 15. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Hélène. Si ça peut apporter un peu d'espoir, c'est déjà ça. Ah oui, et comment là, vraiment beaucoup même avec ce que vous nous dites. Merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler. C'est une réalité. Oui, alors, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci, Hélène. Au revoir. Bonne soirée. Et on accueille Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis aussi un peu émue. Donc, j'ai professé en tant que pharmacienne. Oui. Et j'étais très proche de mon officine. Il y avait justement un gynéco qui faisait des fèves. Et pour le monsieur, d'abord, le spermatozoïde paresseux, je trouve ça complètement dévalorisant. Il n'y a pas de raison. Je trouve, Et en plus, ils n'ont pas dit paresseux, ils ont dit feignants. Je trouve que ça ne fait pas du tout... C'est complètement ridicule. C'est dû actuellement, les pantalons serrés, il y a des études qui sont faites. Il faut absolument qu'il oublie ce mot. Mais c'est intéressant, vous avez raison, parce que feignant, ça fait manque de vigueur. Tout à fait. Et comment voulez-vous qu'ils ne se sentent pas dévalorisés, j'y pense, en tant qu'homme, dans sa virilité, comme s'il manquait de vigueur sexuelle? Bon, alors vous avez employé un mot délicieux, on va le booster. Est-ce que... oui, après tout. Voilà. Ce que préconisait ce grand monsieur, parce qu'il en a vu naître des enfants, c'est que c'est Julien, c'est ça? Oui. Tous les soirs prennent 2 ampoules d'arginine glutamique. C'est un acide aminé qui est très sucré, qui aide parce que le spermatozoïde est très gourmand. Pour se générer, il a besoin de beaucoup de sucre. Oui. Ah, ils aiment le sucre. Ah oui, mais pas n'importe quel. C'est pas salé, eux, c'est sucré. D'accord. Bon. Et donc, il faut aussi qu'ils prennent de la gelée royale, comme la reine des abeilles. Ça fait beaucoup de bien en plus. Oui. Et du propolis, qui est aussi qui a beaucoup de, c'est très naturel et qui a beaucoup de vitamines et donc qui va permettre comme ça à messieurs spermatozoïdes de reprendre du tonus. Voilà. Alors, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, qu'il avait des vitamines, Julien. Oui, mais j'ai pas entendu parler de gelée royale. Ce sont des choses naturelles. Oui. Voilà, et un très bon miel de montagne. S'il a un ami apiculteur, une petite cuillerée de miel, ça donne pas de diabète, mais ça va booster ces messieurs qui sont peut-être un peu endormis, simplement. Ça peut arriver. Mon Dieu, bien sûr. Il y a bien la belle au bois dormant, donc il va le prince charmant qui va réveiller tous ces spermatos. Mais surtout ne pas s'accrocher à ce mot qui n'a pas de sens, quoi. Parce que moi, j'ai vu des femmes en pleurs. On les a soutenues. J'ai même eu la chance d'avoir 2 enfants qui ont eu mon prénom parce qu'on les soutenait. C'est terrible. C'est l'enduro. Il faut les soutenir. Il faut. Mais je trouve que tous les mots ont un sens. Et moi, j'étais un peu frappée. C'est pour ça que je lui demandais si c'était Julien qui avait eu ce mot-là, feignant. Parce que je trouve d'abord c'est pas un mot médical. Et effectivement, c'est feignant. Ça a l'air de dire oui, c'est vraiment ça vient de lui, quoi. Alors que. Mais c'est vrai qu'on devrait obligatoirement adjoindre des gens de votre finesse et des psychologues. Mais ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parmi les médecins, qui s'occupent de procréation médicalement assistée. Il y a quand même des gens qui rencontrent ces couples qui savent très bien. Comme vous, je suis pas très d'accord pour sexologue. Un soutien de la pensée positive, de l'estime de soi, parce que c'est vrai que Pas trop aller creuser dans les méandres. Moi, ça me paraît pas le moment, la thérapie de couple et tout, je trouve. Vous l'avez très très bien. Et pourtant, vous voyez, d'habitude, je suis plutôt à recommander quand je sens des situations complexes d'aller comprendre, mais là, je vous écoute, mais non, là, vous avez eu le très bonne approche. Pas trop creuser, être soutenu, et voyez, la dame a dit 10 fois, donc ils en sont pas là. Cette 3e, ça va être la bonne. Et puis, La des-vacances. Une bonne cure de gelée royale. Et allez, ces petits spermatozoïdes, ils vont revenir, du miel, bien gonflé à bloc. Ils vont faire un beau bébé, ça se trouve, ils n'auront même pas besoin des médecins. Si c'est une fille, ils l'appelleront Caroline, j'en suis sûre. Ou Michel.
Michel, ça vient, nanana. Allez, je vous embrasse. Vous savez, Belle nuit à vous. Votre émission est magnifique. Merci beaucoup. Il faut, là, c'est l'heure. Pour vos couples, je suis désolée, mais il faut rendre l'antenne pour les infos. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est 1h sur Europe 1, l'heure des infos, présentée par Annabelle Villemont.